L'approche de Kevin O'Leary en investissement dans Shark Tank a toujours eu un côté vaguement dégoûtant. On me demande souvent, pourquoi es-tu si méchant dans Shark Tank? Tu es insupportable. Vaux-tu vraiment 10 millions de dollars? Mais non, je ne suis pas méchant, je dis juste la vérité, à travers les expériences que j'ai vécues. Longtemps j'ai pensé « ce n'est pas pour moi », mais chacun a sa façon, il existe de nombreuses manières de gagner de l'argent. Tu peux demander ce que tu veux, mais il n'y a pas de bonnes affaires. Chacun pense avoir payé. Mais plus récemment, j'ai fini par réaliser que Monsieur Merveilleux n'est rien d'autre qu'un escroc. Ses réussites entrepreneuriales sont largement surestimées et cela remonte à son tout premier gros gain. Et sa tendance à maximiser ses profits personnels tout en ne fournissant aucune valeur à ses clients s'est poursuivie jusqu'à l'escroquerie monumentale qu'a été FTX, et il est temps que plus de gens fassent le lien entre tous ces éléments. Voici l'histoire du requin le plus nul de Shark Tank, Kevin O'Leary. O'Leary a écrit plusieurs livres à succès, il est excellent en autopromotion et il s'est hissé parmi les plus grands gourous du monde des affaires. Et certains gourous du business ont de vraies références, comme Alex Hormozy, Gary Vaynerchuk ou Russell Brunson lorsqu'ils donnent des conseils. Cela vient de leur capacité à créer des entreprises qui génèrent des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires de manière rentable. Kevin O'Leary n'est pas l'un de ces gars-là. Après l'école de commerce, Kevin O'Leary a fondé une société de production télévisuelle et a appris que la règle numéro 1 était de ne jamais être ennuyeux à la télévision. L'entreprise n'a pas abouti, mais cette leçon lui est restée. En 1983, Kevin O'Leary a vu le potentiel des industries émergentes du logiciel et de l'informatique personnelle. Il a fondé SoftKey Software Products dans le sous-sol de sa maison à Toronto, convainquant les entreprises informatiques d'intégrer ces logiciels dans leurs produits. En 1993, il a introduit la société en bourse avec plus de 110 millions de dollars de revenus et une perte de 57 millions de dollars. Pour stimuler la croissance et masquer ses pertes, O'Leary s'est développé en réalisant une série d'acquisitions. L'action la plus marquante de SoftKey a été la prise de contrôle hostile de The Learning Company, basée à San Francisco. Avant la vente, The Learning Company a engagé un cabinet d'expertise comptable pour examiner les finances d'O'Leary. Après enquête, le Centre de recherche et d'analyse financière a allégué que SoftKey avait surestimé ses bénéfices en regroupant divers frais généraux et administratifs dans ses radiations. Le CFRA a également noté que le comité d'audit de SoftKey compte plusieurs membres douteux, y compris le PDG, ainsi qu'un membre externe associé à 2 sociétés cotées en bourse accusées d'irrégularités financières et un autre membre qui est un consultant rémunéré par l'entreprise. Fait intéressant, SoftKey avait séparément licencié son auditeur, Arthur Anderson, après que le cabinet comptable a découvert des lacunes dans leurs contrôles internes. Pourtant, Kevin O'Leary a réussi à mener l'acquisition à terme et il a immédiatement abandonné le nom SoftKey pour adopter celui de The Learning Company. L'entreprise a poursuivi sa croissance par des acquisitions, atteignant plus de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais un dépôt auprès de la SEC montre que The Learning Company a subi des pertes nettes de 376 millions en 1996, 495 millions en 1997 et 105 millions en 1998. La même année, les dettes accumulées de l'entreprise ont dépassé 1,1 milliard. The Learning Company était prête à s'effondrer, et Kevin O'Leary savait qu'il devait s'en sortir. Il lui fallait juste un pigeon pour mordre à l'hameçon, et il en a trouvé un. Chez Mattel, le géant du jouet a lancé une offre publique d'achat sans effectuer une vérification préalable appropriée. L'action de Mattel s'effondrait sous la direction de la PDG Jill Ballard, et elle espérait que les logiciels éducatifs pourraient être un moteur de croissance future. Cette acquisition a choqué beaucoup de monde, car tous ceux du secteur des logiciels savaient que The Learning Company était un château de cartes, alourdi par des marques dépassées. Face à l'accumulation de stocks, ils ont reconditionné leurs produits pour les distribuer en supérettes et pharmacies. Mattel a ignoré tout cela et a acheté The Learning Company pour près de 4 milliards de dollars au printemps 1999. O'Leary a pris la tête de la division numérique de Mattel en tant que président. Au troisième trimestre 1999, Mattel prévoyait 50 millions de dollars de bénéfices grâce à cette division. Au lieu de cela, il y a eu une perte de 105 millions. Au trimestre suivant,
les pertes ont grimpé à 200 millions et en 6 mois, 2 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires ont été anéantis par l'acquisition de The Learning Company. Cela a mené à un procès des actionnaires où un dirigeant de Mattel a accusé The Learning Company d'avoir artificiellement gonflé les ventes. Ils expédièrent des produits en fin de trimestre et les comptaient pas comme revenus, bien que beaucoup soient ensuite retournés. En résumé, O'Leary a vendu un citron à Mattel et une autre plainte d'investisseurs affirmait qu'O'Leary avait encaissé ses actions Mattel juste avant l'annonce des pertes. Lorsque l'action a atteint un sommet de près de 6 millions de dollars en novembre 1999, O'Leary a été licencié seulement 6 mois après le début d'un contrat de 3 ans. Le PDG de Mattel, Joe Barrett, a quitté son poste 4 mois plus tard. Je ne peux rien dire pour minimiser l'impact dévastateur des résultats de The Learning Company sur la performance globale de Mattel, a déclaré Barrett. Lorsqu'elle est partie, Mattel a brièvement tenté de redresser The Learning Company. Mais en 2000, ils ont échangé leur acquisition de plusieurs milliards de dollars contre 27 millions de dollars et un droit à certains bénéfices futurs. Cet achat a ensuite été qualifié par Business Week comme l'une des pires transactions de tous les temps. Mattel a finalement réglé ce procès intenté par les investisseurs pour 122 millions de dollars, ce qui était considéré comme un méga accord à l'époque. O'Leary a nié toutes les allégations et a rejeté la faute sur Mattel pour tous les problèmes, tandis que ses actions ont coûté des milliards de dollars aux investisseurs de Mattel. Il est reparti avec un joli pactole de 11 millions maintenant, après avoir réussi un tel coup. Certaines personnes prendraient simplement leur retraite, joueraient au golf, se détendraient, mais pas O'Leary. Il a débuté à la télévision canadienne sur des chaînes économiques et est devenu régulier sur Business News Network, puis a animé Squeeze Play. Cela l'a amené à devenir l'un des investisseurs dans une émission appelée Dragon's Den, qui était le précurseur canadien de Shark Tank. Kevin O'Leary a jugé qu'il était temps de profiter de sa nouvelle notoriété pour lancer une autre entreprise. Il a créé O'Leary Funds, un fonds commun de placement axé sur le rendement, bien qu'il n'ait aucune expérience en investissement et ait déjà critiqué ces fonds à la télévision. L'un des principaux arguments de vente de Kevin O'Leary à ses débuts était qu'il ne grugerait pas le capital de ses investisseurs, c'est-à-dire qu'il n'utiliserait pas le principal pour verser le rendement à ses investisseurs. Les investisseurs avisés génèrent des dividendes grâce à de bons placements, contrairement aux mauvais. Les fonds ont atteint jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Rappelez-vous, il sait très bien se mettre en avant. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps après le lancement pour que des experts attentifs se rendent compte que Kevin O'Leary, en réalité, versait des dividendes à ses investisseurs avec leur propre argent, autrement dit, il grugeait leur capital. L'analyse a révélé qu'un quart de toutes les distributions provenant des fonds de Kevin O'Leary n'étaient en réalité qu'un simple retour de capital. Maintenant, d'autres investisseurs grugeant aussi leur capital. Ce n'est pas inédit, mais c'était son principal argument de vente pour attirer les gens. En 2012, les fonds étaient en difficulté, avec seulement 1 milliard d'actifs sous gestion en fin d'année. En 2014, les fonds O'Leary ont payé des pénalités pour avoir enfreint des dispositions techniques de la loi sur les valeurs mobilières. Et en 2015, les fonds O'Leary ont été vendus à Canoe Financial. Ils ne géraient plus que 800 millions d'actifs. Je dois préciser que le dirigeant de Canoe Financial est devenu très riche en finançant Dragon's Den, ce qui a sûrement aidé dans sa vie. Les fonds ont coulé pour une raison simple, de mauvaises performances et des rachats. Les investisseurs retiraient leur argent parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup d'autres endroits où obtenir de meilleurs résultats. La majorité des fonds O'Leary avaient eu de mauvaises performances pendant une longue période, et la plupart des courtiers ont arrêté de les vendre à leurs clients. Mais encore une fois, O'Leary a gagné son argent. On peut toucher de très beaux frais de gestion sur 1 milliard d'actifs sous gestion. Il n'a tout simplement rien apporté à ses clients. Mais tous ces mouvements préparaient le terrain pour le magnum opus de Monsieur Merveilleux, un mélange d'ignorance financière, d'autopromotion éhontée et d'exploitation de son public. Voici O'Leary qui parle de crypto vers 2018-2019. C'est toujours de la camelote et je ne vais pas prendre de l'argent réel pour le mettre là-dedans. Ça n'arrivera jamais. Quelques années plus tard à peine, Monsieur Merveille a complètement changé de discours. Regardez. Le Bitcoin n'est qu'un logiciel, Joe, pas une pièce. Si tu as Microsoft ou Google, pourquoi pas Bitcoin? C'est juste du logiciel. J'ai des millions de dollars, 20% de mon portefeuille est maintenant en crypto-monnaie et en blockchain.
Il a même mis une photo de profil Twitter où il a les yeux bleus brillants, signe d'un grand optimiste sur la crypto. Pourquoi ferait-il cela? Il a vu une chance de gagner de l'argent rapidement. O'Leary a touché environ 15 millions de dollars de FTX pour représenter la plateforme de crypto-monnaies. Il est apparu à la télévision, dans des publicités et des podcasts, vantant les avantages de la crypto et de FTX à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Mais lorsque l'on a révélé que Sam Bankman-Fried dirigeait en réalité le plus grand système de Ponzi depuis Bernie Madoff, O'Leary s'est retrouvé dans une situation délicate. S'il se retournait contre Sam Bankman-Fried, il admettrait en gros qu'il n'avait fait aucune vérification préalable avant d'accepter à la fois une rémunération et des actions, en plus de sa relation étroite avec Sam Bankman-Fried. Ils se parlaient régulièrement au téléphone, presque en suppliant. La question est, n'a-t-il vraiment vu aucun des signaux d'alerte ? Cependant, il ne voulait pas non plus prétendre que tout ce que FTX faisait était irréprochable. C'était un crime financier qui faisait la une. Alors, à la place, M. Merveille a levé les mains et a dit « Je ne sais pas ». J'ai perdu environ 16 millions de dollars là-bas. En tant que porte-parole rémunéré, j'avais l'air idiot à ce moment-là, et beaucoup d'autres aussi. Pour moi, c'était une start-up, et comme tout le monde, je réalisais que c'était naïsus. Donc, on est censé croire ça. Un gars qui se présente comme un investisseur avisé dans Shark Tank, qui démolit les petits entrepreneurs pour les failles dans leur plan d'affaires et leur modèle économique, n'a pas pu voir ça. SBF avait monté un château de cartes. Si son passage dans Shark Tank ne l'a pas préparé, la vente de la société d'apprentissage à Mattel ne lui a-t-elle rien appris à surveiller? Je reste donc sceptique. Si votre objectif est simplement d'être un escroc, alors peut-être que vous pouvez prendre l'histoire d'O'Leary comme modèle de réussite. Mais si vous voulez construire une vraie entreprise, satisfaire vos clients, embaucher des employés fidèles et être une force positive dans le monde, je vous conseille d'éviter les conseils de Kevin O'Leary. Il ne sait pas construire d'entreprise saine ni faire preuve de diligence dans ses investissements. Et au final, il ne pense qu'à lui. Et je ne m'attends pas à ce que cette vidéo fasse tomber O'Leary si vous avez déjà entendu parler de la loi de Brandolini. Elle dit qu'il faut 10 fois plus d'efforts pour réfuter quelque chose que pour le créer, et O'Leary raconte énormément de conneries. Merci d'avoir regardé.